Retrouvez chaque jeudi à midi les meilleurs gérants de la place autour d'Hubert Tassin sur Décideur TV. Les décideurs de la gestion, bonjour. Les décideurs de la gestion un peu exceptionnellement à mercredi cette semaine et des décideurs de la gestion exceptionnels puisque nous allons nous concentrer sur une classe d'actifs qui sont les valeurs minières et les métaux. Et pour cela, j'ai à mes côtés une spécialiste de ces choses-là, Béatrice Coquelin de la Financière de la Cité. Bonjour Hubert. Donc Béatrice, vous gérez des fonds dans cet objectif-là. Des fonds qui sont exposés à l'or et aux matières premières en général, donc énergie, métaux industriels, métaux précieux et agriculture. Et matières agricoles. Alors l'état des lieux, puisque on est toujours en janvier, nous sommes toujours dans à la fois le bilan et les perspectives. Bilan. Bilan 2012 est mauvais pour les matières premières, puisqu'en fait elles font moins 3, moins 4% en global sur 2012, et les actions aussi, globalement. Dans un contexte où les indices boursiers globaux, eux, font 16, 17, 18% de hausse. Oui, c'est assez mauvais. C'est assez mauvais. Au niveau des métaux, on a quelques surprises. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les matières premières agricoles qui ont très bien performé. On a par exemple le maïs, le soja qui ont fait plus 16% à peu près. Et puis de l'autre côté, on a les métaux industriels qui sont vraiment à la traîne. Alors, comment j'explique ça? Les métaux industriels, c'était une dérivée de la croissance mondiale et c'est l'inflexion dans les pays émergents? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que très clairement, quand on a des craintes sur la croissance de la Chine, on a des craintes sur la consommation de métaux, puisque la Chine, c'est 40 à 60% de la demande de métaux de base. Donc, les métaux comme valeur d'actifs ont été un peu arbitrés. Tout à fait. Mais après des très belles années aussi. Alors l'année dernière, ça avait été 2011, ça avait été une mauvaise année, c'était plutôt moins 20-25%. Donc là, ça fait quand même 2 années de suite mauvaises. Donc voilà, deux mauvaises années. Alors l'inverse, comment est-ce qu'on explique que les matières premières agricoles aient plutôt bien marché dans la même conjoncture économique? Parce qu'elles ne réagissent pas du tout au même phénomène. C'est-à-dire qu'on a eu là une conjonction de météo très défavorable, que ce soit la très forte sécheresse aux États-Unis, l'Ukraine et la Russie avec des froids qui pénalisent les récoltes de façon importante. Donc je dirais que là, des événements plutôt d'ordre qui n'ont rien à voir avec la croissance de la Chine, pour le coup. Bien. Alors, à l'inverse, toujours dans le bilan, performance un peu décevante, à nouveau, pour la deuxième année de suite, des mines par rapport à leur sous-jacent ou à ce qu'elles exploitent. Tout à fait, oui. Elles ont amplifié un petit peu tout cette espèce de risk-off et d'aversion totale au risque, ce qui fait qu'aujourd'hui, elles sont quand même très décotées, alors qu'on a des perspectives qui sont bien meilleures qu'avant, avec beaucoup de changements. Bon, on va revenir sur la décote et sur la valorisation. Alors, 2013, ça a bien commencé, puisque ça a commencé depuis un mois. Perspective sur ces matières premières. Alors, 2013 commence un petit peu mieux en matière de croissance économique en Chine. Voilà, si on regarde c'est bien le centre pour les matières premières. Ah oui, très clairement. C'est eux qui font le prix dans la plupart des cas. Il y a des programmes d'infrastructures importants, 156 milliards de dollars depuis le mois de septembre en plus, 2000 km de routes à faire, des trains à grande vitesse à construire, des métros. Tout ça consomme énormément de métaux. C'est un élément positif. Maintenant, si on regarde l'économie réelle, la consommation de ciment et la production d'électricité affichent des hausses de 7 à 8%. Donc ça, c'est très positif. Et puis le minerai de fer aussi, parce qu'il avait énormément chuté, on était tombé à 70 $ la tonne à l'automne, et le minerai de fer a rebondi jusqu'à 150 $, ce qui prouve bien que la Chine quand même se porte beaucoup mieux. Donc vous êtes globalement optimiste sur les matières premières, après 2 ans très mauvais pour les métaux, et alors à l'intérieur il y a des... c'est pas une classe d'actifs parfaitement compacte. Oui, c'est très hétérogène. C'est quand même, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est très hétérogène. Il y a plusieurs constats. D'abord, on peut dire, finalement, le taux de croissance de la Chine, que ce soit 7, 8 ou 9%, c'est pas tellement important. Mais soit on a une croissance par les investissements, et à ce moment-là, il faut du ciment, de l'acier, du charbon thermique,
soit on a une consommation par la demande interne, avec des plans de relance importants, et là on aura besoin de pétrole, de gaz, de cuivre, d'aluminium. Et alors, votre pari? Alors moi, mon pari sur 2013, c'est le cuivre, qui a de très bons fondamentaux, avec une offre qui est extrêmement contrainte et une demande de cuivre qui est planifiée à 60% de hausse de la demande d'ici 2035. En Chine surtout? Non, globalement, partout, globalement. Donc le cuivre, c'est un peu le chouchou du moment. Alors, comment ça se joue tout ça? Parce que c'est bien mystérieux, ça monte, ça baisse, les mines montent et les mines baissent. Comment est-ce que j'essaye de profiter de ce truc-là? Alors, il y a plusieurs façons. De cette classe d'actifs qui sont les matières premières, qui est un truc, encore une fois, un peu particulier. Donc on peut le faire de plusieurs façons. Soit on veut avoir juste l'évolution du prix de la matière première. Donc à ce moment-là, on prend un ETF. Alors l'ETF, c'est donc un certificat qui réplique exactement, ou aux frais près bien entendu, les variations d'un marché. Pas exactement, justement. C'est un peu compliqué parce que sur les matières premières, il y a le cours au comptant, le cours à terme. Et donc la classe ETP sur les matières premières est assez compliquée à travailler, peut être extrêmement décevante. C'est-à-dire qu'on peut avoir le pétrole qui fait 20% et l'ETP qui fait moins 10%. Parce qu'il y a une courbe en contango et il y a des rôles à faire. Contango, c'est quand le comptant vaut plus cher que le terme. Hein. Le terme plus cher que le comptant. Le terme plus cher que le comptant. Donc oui, ça c'est la situation normale et en revanche la situation peut s'inverser. Donc ils sont généralement basés sur quoi? Sur les cours spot ou sur des futurs. Sur des futurs. Sur des futurs, oui. Ouais, c'est là où, puisque la banque peut mieux s'arbitrer. Alors si on joue le long terme, c'est pas très grave. Oui, et puis maintenant il y a quand même une deuxième, voire une troisième génération d'ETF intelligents qui arrivent à mieux répliquer en fait l'évolution du prix des matières premières. Mais je dirais qu'aujourd'hui... Donc ça c'est si je veux vraiment répliquer, j'ai votre scénario, j'aime bien le cuivre, voilà. J'en prends un. Alors, est-ce que finalement ces minières, qui ont quand même globalement connu des années décevantes, c'est la fin? C'est la grande question là. Parce que c'est l'autre possibilité, c'est soit d'avoir du physique, bon je ne vais pas me faire livrer du cuivre, alors que pour l'or je peux m'en faire livrer éventuellement, soit d'avoir des mines ou des gens qui concourent à l'exploitation des mines. Aujourd'hui c'est plus intéressant d'être sur les mines, clairement. Alors pourquoi? Alors d'abord parce qu'il y a un vrai dérating sur ce secteur qui est complètement identifié pour... des acquisitions beaucoup trop chères payées, des programmes de croissance beaucoup trop ambitieux, des managements parfois... C'est-à-dire qu'on a eu, au début des années 2010 ou à la fin des années 2000, une espèce de course à la taille avec des géants considérables qui ont mis des prix terribles, oui. Oui, des acquisitions clairement très très mal interprétées par le marché, soit parce que Barrick par exemple achetait Equinox, diversification dans le cuivre. Donc comme les mines d'or sont plus chères que les mines de cuivre, on voit que sa valorisation a tendu vers donc une dépréciation importante, ça joue à l'envers. Alors donc vous dites re-rating des mines d'or, des mines en général, c'est-à-dire comment ça se valorise par rapport aux autres actions au jour d'aujourd'hui? Parce que c'est quand même très différent une mine. Si j'achète une mine, je suis propriétaire d'un sous-sol et chaque fois qu'on vend quelque chose, je considère que je devrais moi toucher un petit quelque chose aussi. C'est la différence avec une valeur industrielle qui investit, etc. C'est ce qu'on appelle une valeur d'actif. C'est-à-dire que en fait, les sociétés minières ont a priori un plancher à la baisse, ne serait-ce que par la valeur de leur sous-sol et des réserves qu'elles détiennent. Donc c'est des actifs quand même tangibles. Et donc là, on est plutôt à quoi par rapport à des actifs tangibles? On est à 150%, on est à 80% au jour d'aujourd'hui? On a une décote, on estime de 20-30% selon les cas. Entre 70 et... C'est-à-dire que le prix des métaux n'est absolument pas reflété dans le prix des actions. D'accord. La reprise, oui, les hauts prix des métaux ne sont pas reflétés. Alors, pourquoi ils ne sont pas reflétés? Parce que les actionnaires ont le sentiment qu'avant que ça leur arrive, avant que cette valeur entière arrive dans leur portefeuille, ça va mettre un peu de temps. Oui, puis ils ont été un peu déçus, en fait. Oui, il y a une mauvaise histoire, quand même, récemment. Il y a de mauvaises histoires. Il y a eu c'est-à-dire que tous les cash flows dégagés les mines ont été réinvestis ou, je dirais, utilisés parce que les coûts ont augmenté, les coûts d'exploitation. Ça, c'est le modèle économique des mines. C'est que, de toute façon, il y a un coût d'investissement très important. Ça, c'est... Oui, coût d'investissement, coût d'exploitation, une baisse des teneurs très forte. Donc...
Ça coûte beaucoup plus cher maintenant d'extraire. Donc il y a eu des mauvaises nouvelles parce qu'en fait ces cash flows ont été utilisés pour renforcer un actif, mais qui n'apparaît pas, ou pour une course à la taille. Alors là, effectivement, ceux qui ont vendu s'en sont bien sortis, mais les autres sont propriétaires de groupes qui sont plus gros. Oui, et puis ils ont eu des déceptions aussi sur les... Alors aujourd'hui, changement de re-rating, comment est-ce que je sélectionne une mine? Quel est le ratio? C'est cette décote sur l'actif en terre? Alors, on a une décote par rapport à l'actif net. On peut regarder surtout quels ont été les changements opérés. C'est-à-dire, il y a des transformations profondes quand même dans le secteur minier, puisqu'il y a eu des changements de stratégie assez importants, c'est-à-dire soit des diversifications dans des métaux un peu différents, cuivre avec de l'or, BHP Billiton qui s'est renforcé avec du gaz non conventionnel US, et ce qui lui a coûté très cher en dépréciation d'actifs. Mais il y a un changement de stratégie dans le sens où il y a un retour de cash aux actionnaires. C'est ça, voilà, justement. C'est une valeur d'actif, mais si j'ai un immeuble qui produit 0 loyer, ça ne m'intéressera pas d'avoir d'immeuble, sauf si je le vends. Et là, voilà. Donc, vous avez le sentiment qu'après ces mauvaises années boursières, les managements des mines, ou un certain nombre de managements de mines, se sont engagés vers de la valorisation avec retour à l'actionnaire. Ah, ils ont clairement, je dirais, ils ont une grosse pression là-dessus. Donc c'est le rendement du dividende et redevient un ratio que vous regardez. Tout à fait. Et beaucoup de sociétés minières ont augmenté leurs dividendes, avec un payout ratio qui reste bas et donc avec encore du potentiel de hausse. Et de quel ordre, qu'est-ce qu'on distribue en pourcentage des bénéfices? Par exemple, sur les mines d'or, le payout, c'est 20% seulement. Ah, oui, c'est nettement plus faible que des valeurs industrielles classiques. Et donc, ils peuvent faire mieux. Ils peuvent faire mieux. Et d'ailleurs, quand on voit les managements des compagnies, eux, leur objectif, c'est vraiment que les gens vendent leur ETF sur l'or et viennent acheter des compagnies. Donc, effectivement, la concurrence a joué et elle joue dans le bon sens. Alors, il y a quelque chose qui a été reproché aussi à pas mal de groupes miniers, c'était les ventes à terme. Parce qu'on avait l'impression que si le métal produit montait, on ne gagnait pas plus, et que finalement, on attendait qu'il rebaisse pour se retrouver au même prix. Mais ça, bon, ça fait quelques années que les mines ne couvrent plus leur production dans la très très grande majorité. Ça se fait beaucoup moins. Donc là, je ne suis plus en risque. Alors, bon, j'ai bien compris, plutôt mine que TF au jour d'aujourd'hui, parce que j'ai de la décote. Ouais. Donc je préfère acheter 80% ou 70% de ce que ça vaut, plutôt que de l'acheter à plein. Alors, quel segment? Alors, quel segment? Il y a l'énergie, je dirais, qui a assez bien marché d'ailleurs aux États-Unis, compte tenu surtout des hausses de production, donc ce qui est un peu un boulevard pour les actions. Donc c'est pétrole, charbon? Le charbon a été une des plus mauvaises performances de 2012 sur les actions. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand même. Le charbon, c'est, comme on dit, c'est le Galabru du cinéma français, c'est-à-dire que c'est l'acteur incontournable qui est toujours dans un second rôle, mais qui a un rôle absolument déterminant. C'est gentiment dit, oui. C'est 40% de la production d'électricité dans le monde. Oui, c'est énorme. Bon, alors c'est beaucoup chinois, bien entendu, donc pas sur le marché. Chinois, mais donc énergie, pas trop mal. Donc énergie, pas trop mal. Sauf gaz, j'imagine, avec le développement des gaz non conventionnels. Ah oui, un gaz, on touche pas au gaz. Non, on touche pas au gaz. Bon alors, énergie ensuite. Alors ensuite, les valeurs qui fabriquent des engrais, de la potasse ont très bien performé, mais c'est vraiment l'exception. Alors la potasse, pour fabriquer des engrais, il faut du gaz pour le coup, c'est pas très cher. C'est-à-dire qu'il faut des engrais, c'est phosphate. Oui, il faut des matières premières qui, elles, ne flambent pas aussi. Non, mais elles bénéficient de la baisse du prix du gaz, donc du coup, ils ont des coûts matières. Donc ils jouent bien. Et alors là, on joue finalement la hausse passée des matières premières, si on va sur les gens qui fabriquent des engrais. D'autant plus que quand les grains surtout montent, ça coûte pas cher en fait d'acheter des engrais et on a envie d'avoir deuxième axe. Et ensuite, dans les métaux. Alors dans les métaux, je dirais le cuivre. Oui, et puis, moi j'aime beaucoup les platinoïdes, platine et palladium. Alors ça sert à quoi ces trucs-là? Alors le palladium, ça sert à faire des pots catalytiques pour les voitures avec des moteurs diesel, qui sont les voitures vendues dans les pays émergents, dont la croissance est très élevée. Oui, donc on a un marché devant avec un peu plus d'énergie verte, de soucis verts dans ces pays. Exactement. Et le platine, c'est un métal qui sert à quoi? Le platine, ça sert à... à part la bijouterie, bien entendu. Évidemment.
les Chinois préférant le platine à l'or d'ailleurs. Et puis, ça sert pour les pots catalytiques, mais cette fois-ci pour les véhicules à essence. Donc, c'est un marché plus petit. Plus petit. Et l'or, quand même, un mot? Alors, l'or, c'est une sorte de guerre de religion permanente. C'est-à-dire qu'on y croit, on n'y croit pas, les gens des avis. Alors, l'or, c'est pas seulement une matière première, c'est une monnaie de réserve. C'est une monnaie de réserve, d'abord, absolument. La Rolls, c'est un peu des matières premières, mais en même temps très particulière parce que la demande de la bijouterie a énormément baissé. Mais c'est la demande d'investissement qui tire l'or, parce qu'en termes, effectivement, réserve de valeur. Parce qu'à partir du moment où toutes les banques centrales cherchent à dévaluer leur monnaie, la seule qui appartient à aucune banque centrale a peu de chances de se dévaluer. C'est un peu l'idée qu'on se fait basiquement. Il n'y a pas de risque de signature sur l'or. Oui. Et l'or, vous seriez plutôt mine aussi, ou ETF plutôt? L'or, moi je préfère les mines largement, parce que... Là aussi j'ai de la décote. Oui, elle est même encore plus forte. Donc les mines. Alors dernier point, les dérivés, les dérivés à levier, les varans, les certificats, etc. Sur ces matières premières, c'est quelque chose que vous conseilleriez? Non, parce que déjà c'est un secteur très très volatile. On a la volatilité de la matière, la volatilité des bénéfices, les aléas géologiques, les aléas politiques. Donc c'est quand même... Donc vous ne mettez pas de beurre sur le beurre? Non, on ne va pas rajouter du risque. Avec des mines, on a déjà un levier opérationnel, on a un dividende, on a de la décote, éventuellement de la croissance. Je pense que ça suffit en termes de risque quand même. Alors, dernier point, vraiment c'est le dernier, est-ce qu'il y a un effet devise dans tout ça? Est-ce que finalement c'est acheter du dollar, quoi qu'il arrive? Non, pas forcément, parce que la plupart des mines se situent dans les pays émergents et donc ont des coûts de production qui sont liés à la monnaie locale. Oui. Et ils vendent par contre en dollars. Donc ce qui va jouer, c'est les effets de change entre par exemple le rand sud-africain et le dollar, entre le réal brésilien et le dollar, le renminbi, etc. Donc oui, bien sûr, il y a des effets de change qui sont très importants. Et vous êtes comment? Vous êtes optimiste là-dessus? Le rand, là, permet de limiter la hausse des coûts en ce moment sur le platine, ce qui est plutôt positif pour les minières qui ont beaucoup remonté d'ailleurs déjà. Et puis, on attend plutôt à une baisse des monnaies des pays émergents, ce qui serait favorable, effectivement. Donc, toujours plus les mines que, que l'ETF, ou que, en tout cas... Mais en même temps, ce n'est pas les mêmes acheteurs, ce n'est pas les mêmes investisseurs. Bien. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Béatrice pour ce point un peu atypique dans les décideurs de la gestion sur l'ensemble des matières premières. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre décideur de la gestion et pour des conseils précis sur des valeurs liées aux matières premières. Vous pouvez cliquer sur le même site, sur le podcast Les décideurs de la gestion s'engagent, les conseils. Au revoir.